De retour sur notre plateau, direction de l'actualité politique et parlementaire. Au menu, le PLFSS, un texte budgétaire crucial pour la sécurité sociale dont la partie dépenses est aujourd'hui très incertaine politiquement, mais aussi l'actualité internationale et diplomatique avec un focus sur la situation à Gabès en Tunisie et une polémique née à l'Assemblée nationale après l'intervention du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui a discrédité et diffamé notre rédaction lors d'une question au gouvernement. Pour en parler, nous recevons Nathalie Oziol, députée La France Insoumise. Bonsoir Nathalie Oziol, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir. Alors on va démarrer avec le budget. Le PLFSS est présenté justement par le gouvernement comme un texte de responsabilité budgétaire. De votre point de vue, que cache réellement ce projet pour la sécurité sociale et aussi pour les assurés? C'est un texte ouvertement de casse sociale, de saccage de la santé publique et de saccage du système de santé de manière globale. C'est 4 milliards de coupes sur les systèmes de santé, c'est 1 milliard de taxes sur les mutuelles, donc les gens vont devoir payer davantage pour pouvoir se faire soigner. Et c'est par exemple l'exclusion de 1,5 million de personnes en affection longue durée, notamment les diabétiques, les personnes diabétiques, qui devront débourser 312 euros par an pour se faire soigner. Donc il n'y a rien qui va dans le sens du progrès social là-dedans, absolument pas. C'est toujours la même logique de coupe budgétaire, d'austérité, mais poussée encore plus loin. C'est désastreux en fait ce qui va se passer pour un grand nombre de personnes et pour en fait toute la société de manière générale. Et donc, eh bien, vous avez vu qu'on a eu le vote en deuxième lecture la semaine dernière, et demain, c'est le vote de la lecture définitive. Et il y a un enjeu, en fait, parce que la dernière fois, il est passé, ce budget de la sécurité sociale, à 13 voix près. Et notamment, on dénonce le vote pour des députés, d'une grande partie des députés socialistes, parce qu'en fait, un budget, traditionnellement, quand on est dans l'opposition, on vote contre. Si on vote pour, c'est qu'on est dans la majorité ou qu'on soutient le gouvernement. Donc, de fait, le Parti socialiste a acté une nouvelle alliance en soutenant le gouvernement et sa politique budgétaire intolérable. Et puis, il faut noter aussi l'abstention de la majorité des députés écologistes. Et c'est par leur abstention aussi que ce budget est passé. Donc, moi, je dis, demain, il faut se ressaisir. On ne peut pas laisser passer un budget pareil. Et donc, l'engagement au nouveau Front populaire, c'était notamment de s'opposer non seulement à la politique macroniste, mais à la politique budgétaire de Macron et de son gouvernement. Demain, il faut voter contre. Et justement, à droite, Horizon et LR annoncent voter contre. À gauche, le PS appelle à voter le texte malgré des positions opposées il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous analysez justement ces revirements et qu'est-ce que ça révèle selon vous aussi de l'état de la gauche française? Oui, on se retrouve dans une situation assez ubuesque quand même, où même des groupes qui sont censés être soutien du gouvernement, la dernière fois se sont abstenus, annoncent qu'ils vont voter contre. Ceux qui faisaient partie du nouveau Front populaire, finalement, vont voter pour le budget. En fait, c'est grâce au Parti socialiste que ce budget est passé au dernier coup. Et donc, ils proposent de poursuivre ce partenariat de briques et de broc en continuant à soutenir le gouvernement. Et c'est clair que c'est absolument insupportable de voir comme ça le Parti socialiste changer d'alliance, crier victoire sur des choses qui ne sont pas du tout des victoires. Mais plus que au-delà de ça, il faut quand même noter que la majorité des députés de gauche ont voté contre le budget malgré tout. Parce que la petite musique, c'est de dire, mais du coup, à la France Insoumise, vous êtes isolés maintenant. Non, en fait, on est 90 députés de gauche à avoir voté contre ce budget. Ceux qui sont en train de faire un volte-face, un 180 degrés, c'est le Parti socialiste. Et encore une fois, je dis, je peux donner l'exemple par exemple de mon département. Moi, je suis députée dans l'Hérault. Et on était 4 députés à être élus sous la bannière du nouveau Front populaire. 2 députés insoumis, une députée du PS, un député écologiste. On est 2 pour le moment à avoir voté contre ce budget. Les 2 députés insoumis. Et donc la députée Parti socialiste a fait comme la majorité de son groupe en votant pour, et le député écologiste s'est abstenu. Bon, moi j'appelle tout le monde à se ressaisir, et notamment les écologistes. Je pense que nos électeurs, c'est sûr, nos électeurs ne nous ont pas élus pour changer d'alliance ou pour s'abstenir. S'abstenir, ça veut dire on n'a pas d'avis sur ce budget. C'est pas vrai. Il y a quelque chose à dire. C'est le moment crucial là. Donc il faut voter contre demain.
Et justement, est-ce que le gouvernement peut encore gouverner sans majorité sur un texte aussi structurant que le budget de la sécurité sociale? C'est clair que, on voit le gouvernement très en peine pour passer son budget et de fait, si on revient en arrière, tout commence, par le fait qu'Emmanuel Macron refuse de respecter le résultat des élections, de juin 2024, élections, provoquées par lui-même en un temps, le plus court possible, les élections législatives anticipées. Le nouveau Front populaire l'emporte et il décide de ne pas nommer, de Premier Mmh. ministre en fonction de ce vote. Mais à partir de là, rien ne peut fonctionner normalement, puisque c'est une façon de forcer les choses de manière antidémocratique. C'est-à-dire que depuis, Emmanuel Macron a fait en sorte que ce soit toujours la même politique qui s'applique, la sienne, alors qu'il a été battu. Il a été battu non seulement aux élections législatives, mais aux élections européennes, aux législatives encore d'avant. En fait, il a perdu toutes les élections depuis sa propre réélection. Et donc, bah oui, forcément, du coup, c'est très difficile pour les macronistes de faire passer un budget. Et encore une fois, il passe à 13 voix près grâce au vote pour du Parti socialiste, puisqu'il y a même des défections dans les rangs macronistes. Ouais. Bon, et ben, dont acte, mais il est encore temps de changer son vote demain en lecture définitive. Et je m'adresse en particulier aux députés écologistes. Et justement, lors des questions au gouvernement, vous avez aussi interpellé l'exécutif sur la situation à Gabès en Tunisie, marquée par une grave crise environnementale et sanitaire. Lors de votre question, le ministre Jean-Noël Barrot a mis en cause le média, allant jusqu'à le discréditer publiquement. En écoute. Les manifestations, le mouvement social qui a lieu à Gabès en Tunisie pour protester contre la situation environnementale est une affaire tunisienne qui n'a pas vocation à être commentée par les autorités françaises. Les manifestations doivent pouvoir se dérouler en toute liberté et dans le respect des règles de l'état de droit. Pour autant, je regrette, je déplore la désinformation diffamatoire qui est menée par un média, le média affilié à la France insoumise, contre le groupe français Roulier, qui produit certes des compléments nutritionnels pour animaux et végétaux sur les 2 sites de Gabès, mais cette activité de transformation ne génère pas de rejets toxiques. D'ailleurs, la politique de responsabilité sociale des entreprises qu'elles mettent en œuvre sur le terrain est reconnue par tous localement. Donc je vous invite à ne pas vous fier aux diffamations qu'on peut lire sur le média et à recalibrer vos réponses pour ne pas accabler ni les entreprises françaises, ni les membres éminents de cette Assemblée. Alors, avant de réagir pour notre second sujet, on accueille plutôt Amine Snoussi, qui est journaliste. Bonsoir Amine. Bonsoir Amina. Alors, la chronique dont le ministre des Affaires étrangères parle lorsqu'il parle de diffamation, c'est ton Dixit qui date justement du 24 octobre dernier, intitulé Gabès, la France complice d'un mini Tchernobyl en Tunisie. On regarde juste un petit extrait. Et devinez quel est le principal client qui domine les commandes déjà à l'époque. J'appelle ça la France, mademoiselle. Ce qui intéresse les entreprises françaises à Gibbs, c'est notamment le pesticide DAP 1846, largement utilisé en France, mais quasi impossible à produire sur le territoire européen en respectant les normes environnementales. Alors, on délocalise la pollution chez les ex-colonies de l'Occident. Le système est connu, la fameuse relation spéciale entre la France et les pays arabes repose sur un soutien fort à l'autocrate en place, Sisi en Égypte, Ben Ali en Tunisie et désormais Kais Saied, ou encore Feu Kadhafi en Libye. Alors d'accord, est-ce que vous aimeriez réagir justement sur ce qu'a dit Jean-Noël Barrot? Bah oui, mais Ouais. c'est assez curieux d'ailleurs de répondre, étant donné que ce qu'il dit est complètement faux. On n'a jamais, que ce soit dans le Dixit qu'on a publié ou sur le plateau qu'on a fait sur Gabès, on n'a jamais cité une entreprise française en particulier. On a parlé de la responsabilité française dans le lien qu'elle a avec le groupe chimique tunisien. Ce lien, il est documenté par plusieurs enquêtes, notamment des enquêtes du service public, et notamment une enquête qui a été publiée en 2023 par le média Vakita, qui est parti sur place et qui a établi réellement un lien fort entre la France et le groupe chimique tunisien, étant donné que c'est la majorité des commandes qui sont faites, qui viennent d'entreprises françaises. Par ailleurs, historiquement, la France a toujours eu un lien très puissant avec les marchés publics tunisiens, étant donné que c'est un lien de post-colonial où la France a une priorité sur beaucoup de marchés publics tunisiens. Donc ces propos à lui sont diffamatoires et il accuse le média d'avoir propagé une information qu'il nous attribue, qu'on n'a jamais dit, et on cite bien dans le Dixit d'ailleurs que je vous invite à regarder, on cite bien évidemment toutes nos sources dans la description de la vidéo.
Justement, comment est-ce que vous réagissez, vous, en tant que député, justement, quand un ministre s'attaque quand même publiquement à un média depuis l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on parle encore du débat politique, pardon, ou c'est plutôt une forme de pression d'une certaine façon? C'est bon, la réponse Ouais, est en dessous de ce qui est attendu quand on parle d'un immense scandale sanitaire, environnemental et de la complicité de la France via le rôle joué par une entreprise française et sa filiale sur place à Gabès en Tunisie. Là, la façon dont il tourne la chose, c'est à la fois pour balayer d'un revers de la main le sérieux de la France insoumise et balayer d'un revers de la main le sérieux des enquêtes journalistiques et médiatiques. Et oui, je confirme, oui, le média, effectivement, en a parlé. Tant mieux, en fait. Mais c'est pas le seul média qui l'a fait. C'est dans toute la presse maintenant. En fait, les manifestations qui ont lieu à Gabès sont tellement énormes que c'est même dans la presse mainstream, Le Monde, France 24. Et effectivement, avant ça, Bakita avait fait une grosse enquête au moment où Marc Fesneau, dont je parle dans ma question au gouvernement, était ministre, hein, d'ailleurs. Et sur le fait que on peut se demander s'il n'a pas fermé les yeux sur ce qui se passait malgré les alertes lancées. Donc en fait, c'est en dessous de tout. C'est pas ce qu'on attend effectivement du gouvernement français que j'interroge là parce qu'il me dit en plus oui, mais ce sont des affaires tunisiennes. Mais je l'interroge là parce qu'il y a au moins une entreprise française qui est impliquée là-dedans. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelque chose à faire et quelque chose à dire là-dedans. Bon bah il répond pas là-dessus. Oui, c'est quelque chose qui est assez courante, la réponse de dire la France choisit sa souveraineté quand elle l'arrange. Ça veut dire que les libéraux et les centristes disent maintenant la Tunisie, on respecte sa souveraineté, etc. Donc on va pas intervenir. Alors oui, ça c'est d'un côté c'est entendable comme argument s'il était cohérent. La France ne respecte pas la souveraineté de la Tunisie quand elle fait des accords migratoires en échange d'une externalisation de la frontière de l'UE, quand elle soutient des autocrates et qu'elle les renforce, que ce soit Kais Saïed maintenant ou Ben Ali à l'époque, Bourguiba avant, quand elle nie le droit des peuples à vivre avec un air non pollué, avec une eau non polluée, etc., elle s'implique de facto. Donc le fait que des députés demandent des explications, c'est pas du tout du post-colonialisme ou de l'ingérence, c'est au contraire une question légitime sur ce que fait déjà la France là-bas. Et justement, qu'est-ce que ça dit aussi, enfin, parce que là, il y a eu d'autres médias, comme vous l'avez dit aussi, mainstream, Le Monde, etc. Qu'est-ce que ça dit aussi du rapport du gouvernement, en fait, à une presse indépendante, ou plutôt aux médias, en fait, critiques, et plus largement même le pluralisme démocratique? Là, il y a un mépris qui est quand même assez évident. Puis cette façon, franchement, par sous-entendu, de venir dire ah ben parce que ce média serait proche, d'après lui, de la France insoumise, bah du coup c'est pas crédible. Mais en fait, encore une fois, bon. C'est pas sérieux en fait, c'est vraiment pas sérieux quand on parle de la situation à Gabès en Tunisie. Enfin, pour resituer, en fait, ce qui se passe, c'est bon, Gabès, je crois que c'est dans les années 70 que le site industriel s'est développé pour transformer du phosphate et ça sert notamment à faire des engrais qui sont extrêmement utilisés, notamment dans l'agriculture française, puisqu'on ne veut pas produire ça en France parce qu'effectivement ça pourrit tout, ça pourrit les sols, ça pourrit l'eau et ça pourrit la santé des gens. Et donc ces produits en Tunisie, la France en achète, en importe pour l'agriculture française. C'est quasiment impossible de le produire dans ces conditions-là sur le sol européen, hein, soit dit en passant. Les normes sont quand même très compliquées. Enfin voilà, donc on fait en sorte que ce soit produit ailleurs, on l'achète en France. Et donc ça fait déjà plusieurs années que la sonnette d'alarme est tirée sur le fait que les gens peuvent plus respirer. Là, on parle de mineurs maintenant qui sont hospitalisés, ils peuvent plus respirer. Oui, il y a des images qui se trouvent aussi facilement. C'est ce qui a lancé les mobilisations, c'est les enfants qui suffoquaient en classe, en cours. Il y avait des scènes, des vidéos, d'images d'enfants, une classe d'enfants qui n'arrivaient plus à respirer, donc les profs qui interrompent les cours et la police qui intervient, etc. Et oui, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui en Tunisie, pour avoir couvert la Tunisie pendant très longtemps, c'est quelque chose de très, très, très récurrent. La situation à Gabès, il y a une sorte de fatalisme là-dessus, on ne peut pas toucher à ce groupe chimique parce qu'il est trop puissant. Et donc non seulement ça fait un moment que ça dure, mais là c'est clair que il y a une actualité très forte du fait de mobilisation sans précédent, je pense. À Gabès, on parle de 100 000 personnes, d'une grève générale. Et dans un contexte où, et ça je le dis aussi parce qu'on a communiqué avec mon groupe pour dire notre soutien au peuple tunisien, dans un contexte où les manifestations de protestation sont quasiment constamment réprimées, violemment, par le régime en place. Et donc, nous, on dit aussi notre soutien. Je pense qu'on a ce devoir-là aussi d'envoyer un message de fraternité avec les peuples en lutte.
Et ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, lorsque en fait, il y a au moins une entreprise française, Oui. entreprise roulier, qui a sa filiale, Phosphea, sur place, donc qui participe à la transformation du phosphate, qui va polluer, on parle de 10 à 15 000 tonnes de déchets qui sont déversés en mer chaque jour. Voilà, enfin, notre mer est commune. Hein. Moi, je Oui. suis à Montpellier, on est à côté de la mer Méditerranée, la mer est commune. Bon, donc croire que tout ça se passe très loin, qu'on n'en a rien à faire, en fait, on en paye le prix d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est sur notre conscience, à la fin, dans nos assiettes, et par la mer qu'on partage. Donc en fait, bon, il y a quand même beaucoup d'aspects par lesquels on doit s'inquiéter. Et le gouvernement français devrait regarder tout cela avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup moins de mépris, et y compris faire attention à ce que les médias disent quand il y a des enquêtes qui sont faites. Ce n'est pas pour nuire, c'est pour faire en sorte d'alerter collectivement sur ce qui se passe et de faire en sorte qu'on agisse. Là, il faut de l'action, là. Quand des mineurs sont hospitalisés, que probablement la France a un rôle à jouer, bon, il faut agir, quoi. Justement, il y a des ONG, des journalistes, comme vous l'avez dit aussi, qui ont dénoncé l'inaction, voire la complaisance aussi des autorités françaises face à cette situation. Est-ce que la diplomatie française ferme les yeux en fait quand il s'agit d'intérêts économiques ou géopolitiques? Et on a pu voir aussi ces 2 dernières années avec le génocide en Palestine. Oui, c'est assez classique en fait. C'est la France post-coloniale telle qu'on la connaît. C'est ce qui. En fait, pour le cas de la Tunisie, c'est quelque chose où on a déjà eu le cas pratique il y a 2 ans avec l'accord migratoire UE-Tunisie, où la France a fermé les yeux sur des exactions horribles qui ont été commises en Tunisie, qui ont résulté sur au moins 27 migrants qui sont morts dans le désert et une explosion du racisme sur place. Et la France a totalement été complice de ça de facto, étant donné que l'accord couvre un mémorandum qui couvre l'UE et la Tunisie, et l'UE l'a signé en connaissance de cause, et la France n'a jamais opposé quoi que ce soit à cet accord. Au contraire, ça l'arrange, c'est une externalisation des frontières comme ce qui a été fait auparavant en Turquie ou en Égypte, et en fait c'est la morale des droits humains universalistes qu'on nous vend avec la diplomatie française. Elle s'arrête, comme vous l'avez dit dans la question, aux intérêts économiques et aux intérêts financiers avant tout. Si on peut avoir un pays qui gère les frontières à notre place, quelles que soient les exactions qu'ils commettent, on va fermer les yeux. Si on a un endroit où on peut avoir de l'engrais, même s'il massacre des enfants, c'est pas les nôtres. Et réagir là-dessus. Oui, et puis bon, par ailleurs, c'est Jean-Noël Barrot, enfin, puisqu'on fait le parallèle avec, il a été interrogé de nombreuses fois sur la situation au Proche-Orient, et déjà, franchement, il était très en retrait, enfin, à ne jamais annoncer d'action de la part de la France, jamais s'avancer, déjà prononcer le mot génocide, enfin voilà, c'est presque un gros mot, alors que bon, c'est chiffré, c'est factuel, bon. Et donc, c'est clair qu'on est plutôt habitué à le voir assez passif sur des questions qui relèvent complètement de son ministère. Et encore une fois, bon, on parle d'intérêt économique, mais moi, ce que je mets en avant dans ma question au gouvernement, ça a déjà été mis dans le débat public. On parlait de Vaquita, le fait que l'ancien ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a accueilli dans son cabinet l'ancien directeur chargé de la stratégie du groupe Roulier. Ben, c'est Vaquita qui en parle, par exemple, pour la première fois. Alors, c'est pareil, c'est des faits, quoi. Il a classé ça sous la diffamation, etc. Mais c'est juste factuel. Donc, et par ailleurs, ça fait que tout le monde s'est interrogé. En tout cas, les médias qui se sont emparés de ça se sont interrogés sur pourquoi, à ce moment-là, on parle d'agriculture, on parle d'engrais, de la façon dont les engrais sont produits. Pourquoi, en fait, le ministre de l'Agriculture ne s'est pas saisi de cette affaire-là, alors que, effectivement, des alertes étaient déjà données. Que franchement, on n'aurait jamais dû laisser la situation s'aggraver et prendre des proportions comme elle l'est actuellement. Hein. Donc oui, bon, c'est le gouvernement macroniste, quoi. Et justement, plus largement, est-ce que vous estimez justement que l'exécutif entretient aussi un climat quand même assez délétère vis-à-vis des journalistes qui sont critiques? On l'a vu sur d'autres sujets aussi ces dernières années. On a l'impression qu'il suffit qu'on pointe le doigt sur quelque chose qui ne fonctionne pas et automatiquement les journalistes ou en tout cas les médias sont soit diffamés, soit discrédités.
Bah, je trouve que ça dépend des médias. Ok. Ça Ouais. dépend des sujets. Le traitement n'est pas toujours le même. Je veux dire, bon, là, clairement, il a traité le média de manière extrêmement méprisante. Je sais pas, je pourrais donner d'autres exemples, mais moi, par exemple, je dénonce le fait que sur certaines chaînes de télé, vous faisiez tout à l'heure un plateau sur le sujet de l'islamophobie. Oui. Bah, il y a des plateaux télé, des chaînes télé qui clairement alimentent ça au quotidien, qui 365 jours par an vont traiter de sujets qui sont clairement islamophobes, nourrissent l'islamophobie. Je pense à CNews, hein, C'est par news, exemple. oui, bah, Enfin, voilà. clairement, ouais. C'est un Euh, secret pour personne. non, à quel moment ils s'insurgent sur le fait que des chaînes télé alimentent un climat islamophobe, raciste à longueur de temps. Elles sont où les paroles dures de Monsieur Barrot ou du reste du gouvernement sur ce genre de sujet-là? Bon, voilà, enfin, il y a quand même une géométrie. Bah, c'est comme sur beaucoup de sujets, il y a un double standard, en fait, hein, selon les sujets, selon les médias. Bon, voilà. Mais justement, sur ce sujet-là, il y a aussi Reporters sans frontières qui avait mené une enquête pour expliquer pourquoi CNews ici ne respectait pas les règles de l'ARCOM. Et l'ARCOM a dit que finalement, en fait, CNews respectait les règles. Et le gouvernement, en fait, a repris cette verbatim, pardon, en expliquant que CNews n'était pas d'extrême droite. Ouais, bon, ils s'appuient Ouais. sur ce qui les arrange, en fait. Voilà. C'est vraiment. Enfin, il y a des sujets qui. Enfin, comment dire. Je pourrais citer par exemple l'exemple de la loi immigration, qui s'appuie clairement sur non seulement des idées d'extrême droite, mais le programme du Rassemblement national et du Front national même à l'époque. Je veux dire, ils choisissent un petit peu comment voir les choses et ils choisissent aussi sur quoi s'appuyer, quoi. Et là, bah, c'est clair qu'en l'occurrence, sur le sujet de ce qui se passe à Gabès en Tunisie, la réponse est clairement insuffisante, en dessous de ce qu'on attend. C'est pas une façon de traiter ce qui est un des plus gros scandales sanitaires et environnementaux de notre siècle. Ils choisissent leurs journalistes. C'est ça la différence, c'est qu'il y a une volonté d'avoir une sorte d'objectivité journalistique qui est en fait un mythe fondateur du journalisme français, où l'objectivité et la neutralité sont des formes de centrisme, et c'est les journalistes que préfère la Macronie, parce que c'est des gens qui vont toujours se cadrer en se mettant au milieu du spectre politique et qui vont avoir l'air équilibré, gentil, etc. Les journalistes qui assument une ligne éditoriale comme aux médias, comme à Blast, comme à Luma, comme à Mediapart, ça c'est des journalistes qui les dérangent et qui pour le coup n'ont pas peur de dire les mots. Et quand on voit qu'il y a des liens entre une entreprise française et une catastrophe sanitaire à Gabès, on va dire qu'ils sont complices. On va pas dire que potentiellement il y aurait quelque chose à creuser, à voir, etc. Si les faits sont là, on va pas attendre que Jean-Noël Barrot l'avoue publiquement dans un grand moment à l'Assemblée nationale, on va le dire. Donc c'est ça là, je pense qui les dérange. Je pense que cette info n'aurait absolument pas été traitée par des chaînes comme BFM ou CNews, etc., parce que c'est pas intéressant pour eux, ça ne rentre pas dans leur cadrage éditorial, et que du coup, c'est d'autant plus important que les médias indépendants soient là pour agacer la Macronie. Et justement, que devrait faire, selon vous, le gouvernement français après les avoir interpellés sur ce sujet et d'une certaine façon montrer aussi leur implication directe ou indirecte? Voilà, il faut agir, mais en fait, Ouais. ils auraient dû agir déjà il y a longtemps, parce que précisément, c'est grâce à des médias indépendants que ce sujet-là est venu et a été posé sur la table. On est vraiment à un moment qui est critique. Il en va de la santé de centaines de personnes, de mineurs. L'entreprise Roulier a été mentionnée à de nombreuses reprises dans de nombreuses enquêtes. On peut pas juste dire les entreprises françaises, il faut les protéger, arrêter de les critiquer vis-à-vis de l'étranger. Non, s'il y a quand même, c'est plus qu'un soupçon là qu'elles se comportent mal, qu'elles participent à un désastre sanitaire écologique. On ferme pas les yeux là, il faut vraiment se pencher là-dessus.
à arrêter en fait. Là, on n'en est même plus. Je veux dire, on pourrait dire, bon, dans le doute, on pourrait voir. Là, il y a déjà des gens qui souffrent, qui risquent leur santé, leur vie. Donc là, enfin, en fait, il faut mettre une grosse pause sur l'activité qui est là-bas et démêler et faire en sorte en fait que ça n'existe plus. Là, enfin, les sols sont détruits, le littoral est détruit, les gens ne respirent plus, littéralement, ils étouffent. On ne peut pas se satisfaire de participer à ce désastre. C'est pas possible. Oui, ça m'a fait penser que lors des premières mobilisations sociales à Gabès, l'un des slogans c'était "Laissez-nous respirer". En fait c'est ça qu'on réalise pas peut-être à un tel niveau de pollution de l'air. Les gens se plaignent d'asphyxie dans leur quotidien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des troubles respiratoires dans la semaine très régulièrement, qui ça fait partie de leur quotidien depuis des années, et que à chaque fois qu'ils s'en plaignent, le gouvernement leur dit non, il n'y a pas de lien, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec l'usine chimique qui est en train de polluer là juste à côté de vous, rien à voir. Et d'ailleurs, ça a été dans un documentaire Arte qui est sorti il y a 6 ans, qui utilisait le même titre, enfin même pas exactement le même titre, mais qui réutilisait l'expression de mini Tchernobyl dans le documentaire, parlait déjà de la responsabilité française et parlait déjà du fait que la France remplissait les carnets de commandes, et il parlait du fait que un des enjeux du gouvernement tunisien de l'époque, qui était donc avant Kais Saied, mais aussi des gouvernements occidentaux, c'était que la Tunisie n'établisse pas de lien entre l'usine chimique et le nombre de maladies respiratoires sur place. Donc il y a pas de données chiffrées, par exemple, qui attestent des données de santé qui peuvent attester du lien. C'était un objectif assumé pour empêcher le fait que cette catastrophe n'explose au grand jour. Merci beaucoup Nathalie Ozol, Merci. merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, merci Amine Soumsi et merci à vous d'avoir suivi cette édition de Toujours Debout, et sachez que nous lançons notre grande campagne de dons 2025, et comme chaque année, on ne peut compter ni sur le Père Noël ni sur aucun milliardaire, mais on peut compter sur vous avec un objectif clair: franchir et dépasser le palier des 150 000 euros, un palier qui nous permettrait non seulement de clôturer l'année sereinement, mais aussi d'aborder 2026 avec la force et la confiance nécessaires pour continuer le combat, celui d'aller sur la TNT francilienne ou nationale. Très belle soirée sur le média, et on vous laisse découvrir le prochain entretien. Au revoir.